Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on est d'accord que quand on commence une nouvelle activité, qu'elle soit sportive, créative ou intellectuelle, on commence toujours par les bases. Si demain je me mets à fond au vélo pour la première fois de ma vie, je ne vais pas débuter par le Tour de France, ça me paraît logique. Déjà que j'ai pas le cardio, il serait plus judicieux de commencer par comprendre comment pédaler. Et là, t'es sûrement en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ce con? Moi j'ai cliqué pour voir du boss qui tabasse. Dans un premier temps, bienvenue sur ma chaîne, il va falloir s'habituer. Et dans un second temps, ce que j'essaie de faire là, c'est le parallèle avec les jeux vidéo. Je ne suis pas fou, on ne commence jamais un jeu par le boss final. Non? Comme certains l'auraient deviné, pour créer ce genre de vidéo, j'ai besoin de pas mal d'outils externes au jeu. C'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Xmod Hub. Xmod est un logiciel qui permet de profiter de ses jeux favoris de la façon qui nous convient. Sur les jeux solo, on peut par exemple se rendre plus puissant ou moins puissant pour les plus téméraires. Gagner des ressources comme l'horrible argent dans Cyberpunk ou encore corriger certains problèmes d'optimisation. Et surtout, Xmod ne se limite pas à quelques jeux. Le logiciel propose des trainers pour plus de 5000 titres sur PC, avec notamment des jeux comme Elden Ring, Stellar Blade, Palworld ou GTA V. Les nouveaux jeux sont également régulièrement pris en charge avec des mises à jour pour rester compatibles avec les dernières versions. L'utilisation est assez simple, vous téléchargez Xmod gratuitement grâce au lien dans la description, puis vous pouvez profiter de leur trainer et de leur outil directement depuis le logiciel. Et si vous voulez passer au VIP, vous pouvez utiliser mon code GRIAD pour obtenir 35% de réduction. Donc si Xmod vous intéresse, vous trouverez le lien pour le télécharger dans ma description et en commentaire épinglé. Maintenant, retournons à la vidéo. Désolé pour l'intro farfelu, il fallait bien que j'amène le sujet. Je pense que beaucoup l'avaient compris. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Monster Hunter Wilds, le petit dernier de la licence. Et autant poser les bases, le vilain petit canard de la licence. Je ne vais pas rentrer dans les détails car j'en parle déjà dans la vidéo sur Omega, allez la voir d'ailleurs, ça me ferait plaisir. Mais Wilds est sorti dans un état compliqué, pas énormément plus beau que World, et surtout jugé comme beaucoup trop simple par la majorité des joueurs. C'est bien connu, Monster Hunter c'était mieux avant, les jeux étaient bien plus hard, et puis c'était la vraie chasse à l'époque. Ah là là. Vous savez, je pense que beaucoup de monde voit Monster Hunter comme ça. C'est magique Monster Hunter, ça transpire la bonne ambiance, les palicots, la pêche, l'entraide bienveillante entre joueurs. Et là j'en vois 2-3 dans le fond qui sourient parce que Monster Hunter, c'est vraiment pas que ça. 20 ans de développement pour un jeu de chasse, ça se mérite. Parce que MH, avant tout c'est ça. Ce qui fait la grande force, mais aussi la plus grande faiblesse des Monster Hunter, c'est leur courbe de progression, qui est la plupart du temps logique et linéaire. C'est à ça qu'on s'attend en lançant le jeu. Sauf que les MH récents ont tendance à suivre un pattern assez malsain. Je dirais que ça a commencé avec World, le grand frère de Wild. Pour vous expliquer simplement, dans Monster Hunter, tu commences par chasser des petits lézards, qui font la taille d'un raptor à peu près. Oui bon, ils sont assez gros, mais pour un chasseur, c'est le minimum. Puis tu chasses le chef des lézards. Pour l'instant, vous suivez. Quelques heures plus tard, t'affrontes un T-Rex cornichon géant qui utilise le gros lézard comme arme blanche. Faut tenir le rythme. Après le cornichon, on passe au dragon alien venu d'une autre planète. C'est le grand classique de Monster Hunter. Sauf que j'ai pas cité la partie la plus importante de ces jeux, leur DLC. À l'époque, Capcom vendait un second jeu avec l'appellation Ultimate, en tant qu'extension du jeu de base. Et cette fameuse version Ultimate, c'est la fin de la récréation. C'est là que le jeu commence véritablement, car dans le jeu de base, on jouait en rang novice et expert, et là, on passe directement au rang maître. Bien heureusement, aujourd'hui, le format moderne des DLC existe. Iceborne a fait le premier pas, et a montré aux joueurs ce que Monster Hunter avait dans le ventre. Voyez les DLC comme une multiplication par 2 du contenu, de la difficulté et de la qualité de façon générale. Ou on peut voir le jeu de base comme un tuto. Sauf que depuis Iceborne, et encore plus dans Monster Hunter Wilds, la courbe de progression est devenue un peu trop brusque, notamment à cause des plaintes des joueurs. Pour illustrer, j'ai préparé un petit graphique de qualité. Pas mal, non? Ouais, je sais. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout sur une courbe linéaire. En plissant les yeux, on peut limite voir l'augmentation de l'immobilier en France. Maintenant que vous savez ça, je vais vous expliquer pourquoi le grand public ne connaît pas véritablement Monster Hunter. À cause de son lancement discutable, Monster Hunter Wilds a seulement, et je dis bien seulement avec de gros guillemets, fait 12 millions de ventes. C'est un excellent score pour un Monster Hunter, je ne dis pas le contraire. Mais là où c'est dommage, c'est qu'en très peu de temps, en l'espace de 2 ou 3 semaines, ils ont fait une dizaine de millions de ventes. Puis 1 ou 2 millions jusqu'à aujourd'hui. Statistiquement, ça n'a aucun sens. C'est comme si je sortais une vidéo, que je faisais 3 millions de vues le premier jour, et puis 10 000 au bout de 5 ans. Avec une telle explosion des ventes au début, j'imagine que les actionnaires chez Capcom en attendaient bien plus. Mais chez eux, ils ont de l'expérience. Pour garder le jeu en vie et répondre aux critiques vis-à-vis du manque de difficulté et d'optimisation, les développeurs travaillent d'arrache-pied sur les title updates, des grosses mises à jour gratuites pour préparer l'arrivée du DLC. Grâce à ça, Monster Hunter arrive à proposer une expérience de gameplay exceptionnelle avec les meilleurs boss du marché dans les DLC et les title updates. Mais à cause de ça, beaucoup de fans du genre passent à côté d'une qualité d'animation dantesque et d'une profondeur de combat extrêmement poussée. Même sans y jouer, imaginez 20 ans de développement et d'expertise sur le même gameplay, qui voit sa complexité boostée à chaque opus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les fans qui passent à côté, c'est aussi une grande partie des gamers. C'est pas très précis vu que certaines personnes achètent le jeu en plusieurs exemplaires, mais on peut partir du principe que 12 millions de joueurs ont acheté le jeu. Pour le reste des calculs,
calcul, je me suis basé sur les trophées Steam. Et j'ai vérifié, les pourcentages PlayStation sont très proches. Du coup, on compte que 74% des joueurs, donc à peu près 9 millions de chasseurs, ont battu le Zoshia, le boss final de l'histoire de Wilds. La fin du tutoriel, en gros. Sur ces 9 millions de joueurs, d'après vous, combien de personnes ont atteint le rang de chasseur 100? Eh bien, on est aux alentours des 40%, soit environ 5 millions de joueurs. Maintenant, sur ces 5 millions de joueurs, combien ont réellement affronté les boss des title updates? Il n'y a pas de trophée pour ça, donc je peux pas quantifier précisément, mais je peux utiliser un site plutôt sympa, Steam Charts. Avec Steam Charts, je peux savoir combien de joueurs étaient connectés sur n'importe quelle période. Et si au hasard, je mets la période d'Omega, donc du 29 septembre au 29 octobre 2025, on peut voir sur le graphique que le jeu avait une moyenne de 100 000 joueurs par jour. C'est énorme, mais c'est rien comparé aux 12 millions de ventes. Même si je prends en compte le fait que tous les joueurs étaient différents pendant tout le mois, on arrive à environ 3 millions de joueurs. Mais pour être réaliste, je préfère dire qu'1 million de joueurs ont fait la 3e grande mise à jour de Wild. Et certains vont me dire que je prends le mauvais exemple. Omega n'a pas assez de buzz. Il vient même pas de Monster Hunter de base. Du coup, je vous laisse constater la période de sortie du Fatalis. Le boss le plus dur de World Iceborne est un des monstres les plus hypés par la commu. On tourne autour des 120 000 joueurs. Dans le fond, c'est pas grave. 1 million, voire un peu plus, pour être présent lors d'une grande mise à jour, c'est largement assez pour la santé du jeu. Mais c'est la raison qui alimente le consensus selon lequel, pour beaucoup, Monster Hunter c'est un gameplay lourd et pas si profond que ça, des boss sympas sans plus, et surtout d'une facilité extrême. Notamment à cause de ces 3 coupables. Le joueur moyen de Wilds a fait l'histoire, et au grand max, quelques alphas en experts. Mais pas plus. Vous couplez ça au lancement mitigé du jeu, et on en arrive là. Sur une vidéo de grillade, qui fait une intro beaucoup trop longue, pour vous dire qu'il faut jouer à Monster Hunter dans leur intégralité. Pour finalement comprendre pourquoi ce sont des jeux au boss fight exceptionnels. Surtout lors des title updates. Celle d'Omega avait le rôle important de répondre aux joueurs qui demandaient plus de difficultés sur Wild. Et il a tellement bien réussi que le boss a divisé la communauté. Il y a de tout, mais toujours dans l'extrême. Certains l'adorent et d'autres le détestent. Alors que pour le Gogmazios, il a le rôle primordial de conclure le jeu en beauté avant l'arrivée du DLC. Je vais pas faire le storyteller qui abuse du bail, enfin pour l'instant, et de toute façon, vous avez lu le titre. Le Gogmazios est détesté. Pas par tout le monde, c'est sûr, mais les joueurs assidus de Wild n'aiment pas le faire de manière générale. Et je sens que je suis en train de vous perdre. Je passe plusieurs minutes à vous expliquer que MH cache ses meilleurs combats derrière un investissement que peu sont prêts à faire, et en même temps, je vous vends pas le boss. Pour comprendre la situation, je vous invite à vous mettre à la place d'un jeune chasseur, et en apprendre un peu plus sur le contexte. Dans le monde de Monster Hunter, la chaîne alimentaire est un axe très important pour le world building du jeu, et les développeurs y apportent un soin notable. Tout en bas, on y trouve les petits monstres comme les aptonotes. C'est un peu l'équivalent des vaches pour eux. Au-dessus, on a les grands monstres, dedans on y trouve un peu de tout, des wyvernes volantes, des bêtes accros, et même des céphalopodes. Les grands monstres ont tous un comportement et un mode de vie cohérent à l'échelle de l'environnement. Ce sont des animaux possibles, d'un point de vue scientifique, dans le lore de MH. Mais si on monte d'un cran, on parle de dragons anciens. Des créatures légendaires qui dépassent, pour certains, la compréhension humaine. Ce sont les monstres les plus importants de la série. Ils représentent très souvent la culmination du chasseur, dans l'histoire comme dans leur combat. Mais depuis l'annonce de Wilds, Capcom a décidé de ne pas les introduire dans ce dernier. À cause de World et Rise, les dragons anciens ont perdu de leur éclat. Ils étaient trop faciles, trop banals. Le mythe était brisé et leur aura désacralisée. Les joueurs les farmaient comme de vulgaires victimes, à la limite du trash mob. Même en jeu, les guerres de territoire entre monstres montraient souvent les dragons anciens en difficulté face à des monstres classiques. Et je suis le premier à qui ça brise le cœur de l'avouer. Mais on était loin du boss fight de dragons qui anime. La communauté a un peu mal réagi à l'annonce de leur absence. Malgré tout, beaucoup de dragons anciens sont les monstres les plus populaires et préférés de la licence. Mais force est de constater que le sacrifice était nécessaire. Capcom avait un plan pour redonner du poids à leurs monstres. Dans Wilds, on parcourt les terres interdites. Et la première chose qui nous saute aux yeux quand on connaît la licence, c'est la zone du bassin pétrolier. Hormis le fait que cette zone est très jolie et plutôt originale pour un habitat naturel, elle nous tease depuis le début de la sortie. On a bien compris qu'il n'y aurait pas de dragons anciens dans le jeu de base. Par contre, si on cherche un peu sur les wikis et qu'on a joué à 4 Ultimate sur 3DS, le Gogmazios, on le connaît. On l'a retenu pour avoir un combat assez lent et oubliable à l'époque. C'était le boss final de la campagne en ligne. Et ce dragon ancien est recouvert de goudron. Et dans le bassin, bah, il y a du pétrole, c'est dans le nom. Ça crève les yeux que cette zone a été créée pour le Gogmazios. Il s'agissait juste d'une question de temps. Après avoir vaincu le Zoshia, la créature qui se rapproche le plus d'un dragon ancien, sans en être un, il faut prouver sa valeur afin de débloquer le Gogmazios, en atteignant le rang de chasseur 100, un chiffre qui représente normalement la maîtrise de votre arme et de la chasse.
Une fois ce rang atteint, Olivia nous informe qu'un endroit caché sous le bassin pétrolier a été découvert. On la suit grâce à l'ascenseur d'Azuz, et une fois sur place, on comprend que c'est une ancienne base wyvérienne. Avant d'inspecter la zone, on est coupé par la découverte du Gogmasios, en plein sommeil. C'est un peu anticlimatique, mais on le découvre comme ça. Après, c'est totalement logique. Les Gogmasios sont des dragons anciens qui dorment énormément. Après avoir ingéré une grosse quantité de nourriture, ils vont rentrer en hibernation. C'est ce qui leur vaut le titre de fantômes de la guerre. Déjà parce qu'ils sont extrêmement puissants, mais aussi parce qu'ils disparaissent souvent à cause de leur habitude à dormir. Sur son corps, on peut voir que le Gogmasios est recouvert de débris, et surtout d'une arme dans le dos. On sait pas trop ce que c'est pour l'instant, mais il faut le retenir. Suite à cette découverte, on en informe Fabius, qui est le commandant pour ce genre de situation. Le constat est clair, les terres interdites ne sont pas équipées pour affronter un tel monstre. On profite alors du fait que le Gogmasios est en pleine hibernation pour demander un ravitaillement à la guilde. En attendant, il faut juste surveiller la bête. Malheureusement, un chasseur de la guilde nous prévient que le Gogmasios a disparu. Fabius prend alors la décision de rentrer en formation. Pour la première fois de la licence, 8 chasseurs seront mobilisés. Une fois sur place, aucun signe du Gogmasios. Les forgerons font de leur mieux pour préparer le terrain, mais trop tard. Le dragon surgit des entrailles de la terre. Une fois éveillé, on se rend compte de la taille et de la terreur qu'inspire ce sourire inversé. Le Gogmasios. Werner, va-t'en! C'est à nos chasseurs de nous battre bec et ongle. Nous protégerons Azuz. Pars! J'ai presque fini. Je dois le faire. Unité, en position. Avusa, Mina, Kai, suivez-moi. Oui, monsieur. Nous devons éliminer le Gogmasios. Commencez par faire tomber cette arme. En combat, le Gogmasios utilisera tout son poids pour nous décimer, et l'arène est tout aussi immense. On peut même y percevoir une strate supérieure. Dès le début, il faudra faire attention à son positionnement. Le boss va lâcher des flaques de goudron qui ralentissent le personnage. Le but est d'osciller entre le pétrole pour infliger un maximum de dégâts. Évidemment, il va pas juste nous regarder en lâchant des flaques. Selon son niveau de rage, il peut faire entrer son goudron en fusion, provoquant de violentes explosions qui peuvent se propager entre elles. Il faudra esquiver les coups de croc, d'énormes balayages enflammés, des coups de queue combinés, et évidemment, des lasers d'huile. Mais son attaque la plus terrifiante reste son énorme écrasement. Une attaque qui peut facilement tuer en un coup. Heureusement, vu que l'arène est une ancienne machinerie, il y a plein d'outils pour se faciliter la tâche, comme des geysers de flammes ou des débris métalliques pouvant faire vaciller le monstre. En lui infligeant assez de dégâts, le Gogmasios monte en température et dévoile une nouvelle capacité terrifiante. De la lave abyssale recouvre l'arène. Il faut alors monter sur la strate supérieure pour continuer le combat, sans finir carbonisé. En haut, on se rend compte que le monstre est bien trop puissant pour être abattu à la régulière. Il faut absolument lui frapper le dos afin de détacher l'Elder Breaker, une arme ancienne et instable datant de la guerre de Wyveria. Et les choses se corsent. Le Gogmasios va tirer d'énormes lasers de magma, provoquant une explosion à retardement. Comme avant, il peut nous écraser avec ses énormes pattes supérieures. Fabius est clair, il faut le faire tomber pour frapper son dos. Pour ça, on peut utiliser l'ancienne forge. En l'activant, le Gogmasios faiblit. On saisit alors notre chance pour détacher l'Elder Breaker. Une fois tombé, c'est loin d'être gagné. Il faut connecter les 3 Nexus au canon, tout en esquivant l'énorme explosion que le monstre peut provoquer. Une fois relié, on tient bon jusqu'au chargement complet du canon. La victoire est à portée de main, plus que quelques secondes avant l'activation du canon. Il suffit juste d'appuyer sur la détente pour abattre le colosse.
Une fois déchargé, le canon se brise. De toute façon, on n'en a plus besoin. Le Gogmazios est déjà mort. Attendez, cette chose, elle est en train de s'envoler ? Après avoir poursuivi le Gogmazios avec une autre monture, celui-ci entre dans une rage incontrôlable et détruit tout sur son passage, avec un cyclone de lave. En l'air, le monstre est inarrêtable. Une pluie de flaques explosives recouvre le terrain. Il faut se positionner parfaitement pour esquiver les mines de magma, tout en esquivant les coups d'aile aériens du Gogmazios. Comme sur la strate supérieure, il peut bombarder les chasseurs avec des lasers de magma, et il ne faut surtout pas faire confiance à la finesse du laser. Il racle le sol tout en le balayant pour suivre le joueur. Notre seule solution est de ramasser des frondes anti-wyvern dissimulées sous son huile. En chargeant le tir et en visant au niveau de ses ailes, on peut le faire tomber afin d'espérer avoir une chance. Une fois au sol, il reste très puissant. Il débloque de nouveaux combos meurtriers avec ses ailes et peut feinter avec des angles fourbes de laser. Au fil du combat, en lui infligeant de lourdes blessures, le Gogmazios a accumulé assez de chaleur pour déchaîner les enfers. Même si tous les signaux nous disent de fuir, Fabius ordonne d'attaquer pour l'affaiblir. Si on faillit à cette tâche, toute la zone sera rasée. Des piliers de flammes jaillissent du sol, annonçant le châtiment des flammes. Pas le choix, il faut se munir d'un bouclier et prier pour que celui-ci ne finisse pas par se liquéfier dans nos mains. À peine vivant du cataclysme qui vient de se produire, vous n'entendez plus rien, à part vos battements fragiles. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Ce qui effleure vos oreilles actuellement, c'est la marque des plus grands chasseurs, la preuve que vous pouvez devenir un héros. C'était incroyable. C'est sûrement l'un des combats les plus épiques et grandioses de ma carrière de gamer. Et pourtant, ce boss est détesté. J'ai fait exprès de vous le présenter comme ça, pour retranscrire exactement ce que l'on ressent la première fois qu'on l'affronte. L'émerveillement et l'urgence de la situation. C'est exactement ça le problème. Vous voyez toujours pas ? La découverte sur ce boss est absolument incroyable. Trop incroyable même. Sauf que là, on est sur Monster Hunter. Le jeu où la communauté est très tryhard. On est sur des joueurs qui sont prêts à refaire le même boss des centaines de fois. Où est le problème alors ? On revit juste le banger que c'était. Eh bien en réalité, les chasseurs détestent ce genre de combat. Laissez-moi m'expliquer. Je vais jouer le rôle de l'avocat du diable, mais aussi du procureur furieux. Ne me demandez pas si je l'aime pour l'instant, c'est un peu ni l'un ni l'autre. Ce que recherchent les joueurs de MH, c'est le frisson d'apprendre un combat par cœur. Un combat qui ne se déroulera jamais comme le précédent. Contre le Gogmazios, tout est presque scripté. On suit le même schéma à chaque combat. Théoriquement, c'est vrai pour les autres monstres, mais la liberté de mouvement dans les cartes et les patterns de comportement des monstres donnent l'illusion que non. En plein combat, le Gogmazios va aussi varier ses attaques, mais les joueurs bloquent sur les mécaniques expliquées plus tôt. Quant à sa taille, beaucoup le trouvent bien trop grand et frivole pour le mastodonte que c'est. Je
vous laisse regarder le corps du Gogmazios, essayez de deviner quelle partie il faut frapper. Bingo, les deux ailes avant. Les parties qui bougent le plus en attaquant. Ça peut devenir extrêmement frustrant de suivre en boucle les ailes pour infliger un petit peu de dégâts. Surtout que les petites pattes avant sont tellement solides qu'il n'est pas rare de rebondir dessus. Le combat peut vite se transformer en jeu du chat et de la souris. À la limite, ça, on peut l'oublier. Il suffit d'apprendre les placements par cœur à adopter. Autre mécanique un peu maladroite du combat, dans MH Wild, on peut porter deux armes. C'est une option qui a seulement pris sens depuis l'ajout d'Omega. Les devs ont voulu continuer en implémentant un système de changement de faiblesse élémentaire. Pour faire de bons dégâts sur le Gogmazios, il faut jouer une arme feu. À force de taper avec celle-ci, on peut ramollir l'huile sur son corps. À ce moment-là, le monstre devient très sensible à l'élément dragon. C'est intéressant sur le papier, mais complètement injouable sur le terrain. L'animation pour changer d'arme est beaucoup trop longue. Il faut monter sur le secret d'abord pour enfin changer d'arme. Pour la mécanique de ramollissement, c'est trop peu visible. C'est trop compliqué de savoir quand c'est le cas ou non. Du coup, les joueurs vont juste jouer feu lors des deux premières phases, puis dragon à la troisième, vu qu'il passe en forme gazeuse. Ou alors, jouer dragon dès le début et compter sur les alliés pour ramollir à notre place. La phase 1 n'est pas la pire, mais elle dépend énormément des dégâts du groupe. En infligeant assez de dégâts sur une aile, on peut faire tomber le Gogmazios. C'est super pour accélérer le combat, mais on finit soit par galérer parce que le DPS n'est pas bon, soit le groupe est trop fort et le Gogmazios passe sa vie au sol. Ce qui est un peu ridicule à voir d'ailleurs. Même si les attaques sont télégraphiées, leurs hitbox sont vraiment énormes, notamment sur l'écrasement. Et on peut vite se faire avoir par la portée des attaques à cause du placement de la caméra. On pensait être à l'abri, mais en fait pas du tout. Même si la phase 1 est un peu frustrante au début, et que le Gogmazios a la fâcheuse tendance d'esquiver les débris métalliques, ça reste très correct. On comprend les attaques avec le temps, et certains talents d'armure permettent de se déplacer, normalement sur les flaques de goudron. Et même sans ça, on peut vite le contrôler avec de bons dégâts. Et là où c'est encore plus encourageant, c'est que c'est la première fois qu'on affronte un monstre géant aussi dynamique dans la licence. Depuis le premier Monster Hunter, on est habitué à souffler dès qu'on voyait un monstre dépasser les 30 mètres. Les monstres géants s'affrontent sur un format de siège, où en gros, on se faisait chier quoi. Souvent, c'était un cycle de charger les canons, tirer, répéter le processus jusqu'à ce qu'on débloque le gros piège qui permet de gagner. Des noms comme le Zora Magdaros, le Lao Shanlung ou le Jen Moran suffisent à faire bailler un bon nombre de personnes. Le Gogmazios aborde enfin une forme hybride entre le siège et le combat classique. En phase 2, on passe justement à ce qui se rapproche le plus d'un siège. Le Gogmazios va être plus statique, donc plus facile à toucher, mais les attaques sont bien plus meurtrières. Et c'est là que le côté scripté entre en jeu. On va toujours aborder la transition de phase de la même façon. On monte, on active les différents pièges, on frappe le dos, puis on passe au canon. Pendant le processus, l'IA du monstre peut être assez contraignante. Les explosions sont énormes et on peut vite se faire avoir par l'indicateur visuel peu précis. Les coups d'aile sont aussi des doubles hits, donc si on joue bouclier ou esquive, on peut facilement se faire avoir par l'animation et seulement réagir au premier coup. Pour le setup, moi ça me dérange pas. C'est plus une question de goût. Par contre, là où tout le monde est d'accord, c'est sur l'activation de l'Elder Breaker. Il faut brancher 3 Nexus. Un qui est proche, un à mi-distance et un qui est loin. Fort heureusement, les IA alliés peuvent s'occuper de celui qui est le plus éloigné. La mécanique est intéressante, mais seulement les premières fois. Au fur et à mesure, ça devient un peu la tâche que personne veut faire. Le personnage est super lent quand il traîne le Nexus, et c'est juste relou de le faire. Mais bon, ça prend 30 secondes au max. Si on a de la chance et que le Gogmazios ne focus pas à ce moment-là. On a une esquive, mais on peut pas trop la spammer. Une fois le canon à pleine puissance, on le sait tous. C'est l'heure du changement de phase. L'envol du Gogmazios est très impressionnant, j'ai rien à dire là-dessus. On ne s'attend pas du tout à ce qu'une bête aussi grosse puisse voler. Mais la course-poursuite est trop mal rythmée par rapport à nos montures. On loupe trop souvent le spectacle en grimpant la paroi. Soit on est trop en avance sur lui, soit trop en retard. Une fois en phase 3, c'est là que les vrais problèmes commencent, et que je vais être beaucoup plus critique. Comment le dire pour que ce soit compréhensible? C'est le bordel. Les premières fois sur le Gogmazios sont chaotiques en phase 3. On ne comprend rien à ses attaques, il fait beaucoup trop mal, et les morts sont plus aléatoires que prémédités par le jeu. Le boss fait des dégâts ahurissants avec la moindre de ses attaques, et il n'est pas rare de prendre un laser perdu, puis d'atterrir pile poil sur une flaque explosive. Le Gogmazios vole trop, et on n'a qu'une envie, c'est qu'il reste cloué au sol. Il y a deux moyens de le faire tomber, les pièges de roche ou les fameuses frondes laser. Je vais vous montrer comment on utilise les frondes, et vous allez essayer de deviner le gros problème de cette nouvelle mécanique. A votre avis, c'est quoi? Pour tirer la fronde, il faut rester appuyé sur une touche et notre personnage se met en position. Naturellement, pour viser les ailes, on monte la caméra. Sauf que le Gogmazios fait tomber 1 milliard de flaques par terre. On se retrouve dans cette situation grotesque, où je vise en l'air pour tirer, je ne vois pas le sol, et je prie pour qu'il n'y ait rien en dessous de moi. La plupart du temps, on explose avant même d'avoir tiré. Heureusement qu'il y a les pièges de roche. Un à gauche et un à droite. Mais même avec cette solution, on contourne juste un problème temporaire, et on scripte encore plus le combat. Déjà parce que le Gogmazios va au minimum voler 3 fois dans le combat, sauf si on a une équipe de tueurs. Il est évidemment immunisé au flash et à la paralysie, et seule façon de l'empêcher de voler au début, c'est soit de se mettre à gauche le temps qu'il finit son cyclone de flammes, puis attendre qu'il nous dash dessus, pour enfin faire tomber le rocher, en espérant que les IA alliés ne prennent pas l'aggro pendant plusieurs secondes. Ou alors, on apprend un timing ultra serré qui permet de le faire tomber pendant son cyclone de flammes, mais même à terre, la phase reste problématique. Son nouveau combo de 2 coups d'aile puis d'écrasement peut être extrêmement frustrant, vu que les tremblements des 2 premiers coups nous bloquent dans nos mouvements. Pendant son attaque ultime, ce n'est pas explicite qu'on doit le frapper et qu'il prend beaucoup de dégâts à ce moment-là. En plus, c'est le retour d'une mécanique ultra redondante, le DPS check. Pour affaiblir l'ulti du Gogmazios, il faut infliger assez de dégâts draconiques. Sauf que sur les autres monstres,
monstre, c'est mieux exécuté. Par exemple, sur la Latréon, quand on infligeait assez de dégâts élémentaires, le monstre tombait au sol avec une animation particulière. Sur le Gogmazios, il n'y a que Nadia, avec une toute petite voice line à lire pour comprendre que c'est réussi ou non. Vu qu'il est extrêmement faible au dragon à ce moment-là, il y a un énorme déséquilibre entre les armes du jeu. De base, il y en a 14 dans MH, mais 2 sortent trop du lot pour ce monstre. Certains s'en foutent, mais ça réduit la diversité quand on joue avec des randoms. D'ailleurs, les randoms. Il faut savoir que pendant le chargement de son attaque ultime, on peut facilement prendre des geysers de flammes ou une météorite aléatoire pendant l'envol. Je vous laisse imaginer le nombre de morts à cause de ça. Et même la mécanique qui permet de survivre, donc se cacher derrière un shield ou Fabius, encore une fois, c'est du vu et revu. Behemoth, Jindad, Safi'jiiva et Omega. J'en ai un peu marre des attaques ultimes qui n'ont d'ultime que le nom. Souvent dans Monster Hunter, l'attaque ultime du monstre, c'est l'une des attaques les plus faciles à esquiver. On est limite content quand on la voit, alors que ça devrait être tout l'inverse. Pour revenir sur le Gogmazios, les lasers au sol, on ne comprend toujours rien. Ça part de la gauche, de la droite, d'en haut, d'en bas, on ne retient rien, même après une dizaine d'essais. La lisibilité sur ce combat est un énorme problème. Le monstre est énorme, rapide, il y a tous les pseudos des joueurs et des IA, et trop d'explosions. Et c'est ça qui frustre le plus les joueurs Monster Hunter. On ne ressort pas plus fort d'un essai sur le Gogmazios. La communauté MH est là pour avoir cette gratification de connaître un combat par cœur. Je ne dis pas que c'est impossible de reconnaître toutes ces animations, moi-même j'estime le comprendre correctement après 72 chasses dessus. Mais ça demande trop d'implication pour commencer à prendre du plaisir dessus. Pour moi, il y a 4 types de boss dans les jeux vidéo. Le boss facile à apprendre et facile à battre sur le long terme, le boss difficile à apprendre et facile sur le long terme, le boss facile à apprendre et difficile sur le long terme, et finalement, le boss difficile à apprendre et difficile sur le long terme. Le Gogmazios fait totalement partie de la 4e catégorie. Heureusement, Monster Hunter Wilds, ce n'est pas que le Gogmazios. Dans ce jeu, il y a de tout. Capcom a bien le droit de créer un boss qui laisse une forte première impression, mais qu'on ne refait pas souvent. Et bien, grosse erreur de leur part, le farm endgame tourne uniquement autour du Gogmazios. Pour fabriquer les meilleures armes du jeu, il faut looter un maximum d'appareils goudronnés. Ce sont les boules bleues qu'on peut voir sur tout son corps. Pour le coup, c'est une super idée. Ça permet de mettre en avant le mode focus avec lequel on peut viser précisément en frappant, mais même en ayant une quantité astronomique d'appareils goudronnés, les chances pour obtenir une arme parfaite sont ultra minces. On finit encore une fois frustré de ne pas avoir eu ce que l'on veut après tant d'efforts. La RNG, c'est pas ce que je préfère dans les jeux, mais il faut l'avouer, c'est la seule solution pour qu'un Monster Hunter te donne une raison de jouer même après avoir vaincu tous les monstres. Il y a juste une meilleure façon de le faire, comme ne pas limiter ce fameux farm à un seul boss. Il faut savoir que la communauté, et pour le coup j'en fais partie, déteste les endgames tournés autour d'un seul ou d'une petite poignée de monstres. Et c'est normal, on a la chance d'avoir un super bestiaire dans Monster Hunter. Tout ça pour qu'on fasse en boucle les mêmes combats à la fin. C'est assez contradictoire. Et même si le Gogmazios était un combat parfait, le problème resterait le même. La répétition en boucle d'une même tâche. Là où je ne peux pas défendre la communauté MH, c'est que la majorité n'aime pas les combats avec des mécaniques qui sortent de l'ordinaire du jeu. Qu'on aime ou pas certaines mécaniques, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas forcer quelqu'un à changer ses goûts. Par contre, il faut encourager les développeurs qui se creusent la tête à chaque fois pour trouver une façon plus innovante d'affronter un monstre. Pour prouver mon point, j'aimerais prendre le Lagiacrus en exemple. Beaucoup s'accordent à dire que c'est le meilleur monstre du jeu et l'un des meilleurs reworks de Monster Hunter. La première fois qu'on l'affronte, on découvre la chasse aquatique. Une mécanique qui avait disparu depuis plus de 13 ans. Et le constat est unanime, la première fois, on ressent un mélange d'émerveillement et de nostalgie. Mais avec le temps, les joueurs ont perdu de l'intérêt pour cette phase. Ils préfèrent chasser le Lagiacrus en arène ou le tuer assez rapidement pour esquiver ce moment. Moi, je trouve ça beau d'avoir autant de façons de chasser dans Monster Hunter. Mais bon, peu pensent comme moi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Wilds a la lourde tâche de redonner du sens au dragon ancien classique. Et il a tellement bien fait avec le Gogmazios que j'ai peur que les joueurs soient déçus pour la suite. Il y a un détail que j'ai omis, c'est que dans la catégorie des dragons anciens, il y a plusieurs rangs de puissance. Les dragons anciens classiques, les super dragons anciens, les dragons anciens de niveau calamité et les dragons anciens cataclysmiques. Le Gogmazios est un monstre de niveau calamité. Il est bien plus puissant et plus impressionnant que la plupart des monstres. Ce n'est pas un problème en soi, mais c'est le premier dragon qu'on affronte dans Wilds. Les nouveaux vont être déboussolés en voyant ça. Ouais, c'est moins prenant d'un coup. Comprendra qui pourra pour l'intro. Même si je critique le Gogmazios depuis un moment, c'est un boss d'une excellente qualité. Je l'ai juste abaissé aux standards de Monster Hunter qui sont bien trop hauts. Visuellement, tout y est. Le design fait peur et il transpire la puissance, littéralement en plus. L'arène est belle et la musique ultra oppressante. Mention honorable au thème du canon qui est là pour rappeler la puissance déchue des Wyverians. Le combat est cinématique sans être barbant et on saisit directement ce que le jeu veut nous faire comprendre à ce moment-là. Le Gogmazios, c'est l'apocalypse incarné. Et nous, on est en plein dans la tempête. Même d'un point de vue gameplay, le combat peut sembler complètement vide d'apprentissage et de profondeur, mais à très haut niveau, ça devient tout l'inverse. Il faut gérer son positionnement parfaitement et placer nos attaques à des timings précis. Ce n'est pas l'impression qu'il donne, mais on peut en arriver là si on est assez investi. Personnellement, je trouve que le Gogmazios est à la fois très réussi et raté. C'est un désastre parfait et j'en garde un souvenir immuable. Mais quand je le refais, il suffit d'une mauvaise manipulation et je me retrouve frustré
de le faire. Mais je dois l'avouer, quand on le bat, on a cet apaisement qui nous envahit. On a de la chance d'avoir deux types de boss finaux dans Monster Hunter, le duel pur et le spectacle. Pour le duel, l'Archveld de la phase suprême remplit ce rôle à merveille. Pour le spectacle, le Gogmazios arrive à créer cette jonction entre les deux mondes. Alors, pour me faire un avis final, j'ai décidé de réaliser quelque chose de complètement fou, vaincre le Gogmazios 10 étoiles, seul. Plus rapide, plus puissant, et ayant les points de vie d'un monstre à 4 joueurs, c'est quasiment mission impossible. Les speedrunners tournent autour des 35 à 40 minutes, et je suis loin d'avoir le niveau d'un tel joueur. Un combat totalement injuste, à la limite de la folie. Mais pour moi, je vois de la beauté en quelqu'un qui choisit l'inconfort, qui décide de se relever après la chute. Et aujourd'hui, j'aimerais être cette personne. J'ai passé des semaines à m'entraîner, à essuyer échec après échec, à perdre à quelques secondes du temps à partir des 50 minutes, et à rager seul dans ma chambre. J'enchaînais tellement de défaites que j'étais obsédé par ce combat. Même si je n'y croyais même plus, il me restait uniquement la discipline de relancer. Je voulais un résultat, et non une victoire. Et puis, un miracle, une lueur parmi le ciel, un héros naquit. C'est fini? Vous êtes... Je n'ai jamais autant tremblé de ma vie suite à un combat de jeu vidéo. Je n'ai même pas eu la force de crier. Et j'en ai fait des défis stupides sur Monster Hunter. Juste une petite victoire d'un gamer dans sa chambre. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir libéré ce monde d'une catastrophe naturelle. Je n'oublierai jamais ce moment et son nom, Gogmazios. Même après 10 ans de passion, Monster Hunter arrive encore à me galvaniser comme ça, comme l'une des licences les plus phénoménales du jeu vidéo. Capcom m'a encore montré qu'il pouvait rendre n'importe quel monstre incroyable et pertinent pour les opus modernes, peu importe le matériel de base. Wild symbolise parfaitement la philosophie de Monster Hunter, celle du chasseur confronté à un monstre qui le dépasse, tel David contre Goliath. Monster Hunter Wilds est un diamant brut qui s'est aiguisé avec le temps. Certains ont essayé de briser ce reflet qui illuminait les journées des joueurs, mais chaque petite lumière a su protéger cette pierre qui, avec le temps, j'en suis sûr, atteindra de nouveaux sommets pour nous pousser jusqu'à l'ascension.